Mesdames et messieurs, je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui, accompagné de Jean Roux, qui est un grand spécialiste de nos territoires ultramarins, de Jean-Michel Dubois, chargé pour cette campagne présidentielle de ces mêmes territoires ultramarins, et Duguette, qui a été, vous la connaissez tous, pendant de très nombreuses années, secrétaire au national au Dom-Tom, et qui évidemment avait toute sa place également dans cette campagne. Alors, comme je vous l'avais annoncé le 19 novembre, à l'occasion de la présentation de mon projet présidentiel, nous avons souhaité différer l'exposé des propositions consacrées à l'outre-mer, qui, par ses spécificités, nécessitent des réponses adaptées aussi bien aux questions économiques que sociales. J'attache une attention toute particulière à la situation et à l'avenir des départements, collectivités et territoires d'outre-mer, intérêt politique, bien évidemment, celui que tout responsable politique se doit de porter à chacun des territoires de la République, mais aussi un intérêt personnel, qu'un lien affectif et familial a fait naître chez moi pour la France du bout du monde, que beaucoup, hélas, ont tendance à négliger, pour ne pas dire à oublier. C'est en effet en Martinique, en 1987, que j'ai fait à 19 ans mes premiers pas en politique. Alors étudiante en droit, j'y accompagnais une délégation de responsables de notre mouvement. C'est à cette occasion que j'ai rencontré Huguette Fatna, une femme debout de Martinique, qui fut pendant de longues années, comme je vous l'ai dit, notre secrétaire nationale à l'époque au Dom-Tom. Et qui est aujourd'hui aux côtés de Jean-Michel, ma conseillère politique, qui est surtout, parce que parfois la vie privée s'insère dans la vie professionnelle, qui est aussi la marraine de ma deuxième fille Mathilde. Nous avons toujours marqué au Front National notre attachement indéfectible à la France d'outre-mer, qui participe au rayonnement et à la grandeur de notre pays. L'outre-mer français est une composante essentielle de notre présence dans le monde. Elle permet à notre pays et à ses 11 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive d'être la deuxième puissance maritime mondiale. Ce que l'on oublie trop souvent, au sein même d'ailleurs des pays européens, et qui nous donne un avantage considérable et souvent, hélas, pas mesuré comme il le devrait. Nous tirons de ces parties de France disséminées dans chaque coin du monde notre fierté, notre richesse et un incroyable vivier de talents et de forces vives. Je n'oublie pas que les départements, collectivités, territoires d'outre-mer ont donné à la France des hommes illustres qui ont enrichi notre patrimoine national. Je pense bien évidemment au Guyanais Félix Eboué, grand commis de l'État, à Gaston Monnerville, premier président du Sénat, au Premier ministre Raymond Barre, à son compatriote réunionnais, le célèbre aviateur Roland Garros, et à l'illustre auteur Lecomte de Lisle. Autre écrivain d'ailleurs incontournable de notre littérature nationale, le poète martiniquais Aimé Césaire, qui a su magnifier avec tant de talent la langue française. Je pense aussi, quelles que soient les divergences politiques que nous pouvons avoir, au prix Goncourt, Patrick Chamoiseau, à ses pairs, Édouard Glissant et Raphaël Confiant. Et comment ne pas rendre hommage à nos sportifs? Comment oublier l'émotion, la fierté et l'orgueil qu'aura su faire naître dans nos cœurs Marie-Josée Pérec, drapée dans notre drapeau après sa victoire d'Atlanta. Je m'arrêterai là, tellement il serait vain de vouloir les citer tous, si nombreux sont-ils, les Robert Territeo, Maria Metella, Pascal Vaillurua, Marius Trésor, Frédéric Savin et tous les autres. Mais à travers ces immenses champions si emblématiques, je voudrais remercier et rendre hommage à tous les autres qui ont su porter si haut les couleurs de la France. Car c'est aussi cela, et c'est surtout cela, la France que nous aimons et que nous souhaitons défendre par-dessus tout. L'éloignement géographique ne saurait distendre les liens du cœur qui nous relient en permanence à nos compatriotes d'outre-mer. Alors évidemment, je ne peux que condamner l'indifférence, voire le mépris à l'égard de l'outre-mer affiché tout au long de ce quinquennat par Nicolas Sarkozy. Cette indifférence symbolisée en 2007 par la suppression d'un ministère spécifique à l'outre-mer et son rattachement au ministère de l'Intérieur, celui de la police.
Cette manière de considérer comme quantité négligeable près de 2 millions de nos compatriotes ultramarins fut indigne de celui qui doit être avant tout le président de tous les Français. Jamais, je crois, sous la Ve République, l'outre-mer n'aura été autant méprisé et ignoré par le pouvoir exécutif. Jamais politique si peu ambitieuse et innovante n'aura été appliquée. Jamais la technostructure de Bercy, incapable de prendre en compte la spécificité ultramarine et traquant la niche fiscale, n'aura eu autant de pouvoir. Donnant ainsi d'ailleurs raison à Daniel Maximin lorsqu'il dit « l'outre-mer est le seul endroit de France où certains demandent combien ça coûte ou si ça rapporte ». Ces 5 années durant, Nicolas Sarkozy et son gouvernement n'auront fait par leur incurie, leur incompétence et leur méconnaissance de l'outre-mer qu'ajouter la crise à une autre crise qu'ils sont bien incapables de maîtriser. Ce quinquennat n'aura donc pas permis à l'outre-mer de s'extirper de la précarité et du chômage chronique. Les chiffres sont accablants. En juillet 2011, 263 000 personnes étaient inscrites au Pôle emploi en outre-mer. Ces statistiques illustrent une tendance lourde, s'inscrivant dans la durée, si l'on se réfère à celle de 2009, 22,4% de chômeurs en Guadeloupe et 22% en Martinique, pour une moyenne nationale alors 3 fois moindre. Et je ne parle pas de la Réunion, où chaque jour des entreprises mettent la clé sous la porte, contraintes d'envoyer leurs salariés rejoindre les rangs des presque 30% de chômeurs déjà répertoriés. Quant à la Guyane, son état de dénuement n'a fait que s'accélérer ces 5 dernières années, tant le gouvernement et l'État se sont montrés incapables de répondre à la croissance démographique d'un département en plein développement, au chômage galopant de plus de 20% et à une immigration clandestine plus que jamais hors contrôle. Parallèlement à cette courbe ascendante du chômage, le nombre de foyers bénéficiaires des minima sociaux demeure élevé. Au 30 juin 2011, 190 000 foyers dans les départements d'outre-mer bénéficiaient du revenu de solidarité active. Nous ne saurions accepter cette fatalité. Nous ne l'acceptons pas et nous ne l'accepterons plus. C'est pourquoi la question de l'emploi, qui demeure la préoccupation principale de nos compatriotes ultramarins, doit devenir notre priorité essentielle. Il faut en conséquence en finir avec la politique menée durant ces 5 dernières années et qui aura consisté à faire du jour le jour en fonction des crises plutôt que d'adopter des mesures ciblées et adaptées aux réalités socio-économiques de ces territoires. Dynamiser l'emploi implique de libérer les entreprises du carcan fiscal. Et là, je vais vous surprendre. Chacune et chacun sait combien nous considérons Jacques Chirac comme un bien piètre président de la République et combien nous l'avons toujours combattu. Mais dès lors qu'il s'agit de l'intérêt général, je crois qu'un personnage politique s'honore à reconnaître les mérites d'un adversaire sur un sujet spécifique. Comme moi, Jacques Chirac nourrit un amour sincère pour l'outre-mer et a su, d'un point de vue économique et social, mener une politique adaptée pour ses départements, collectivités et territoires. Par conséquent, je considère qu'il ne serait pas absurde de revenir à certaines dispositions de la loi Girardin que Nicolas Sarkozy s'est empressé de démanteler lors de son accession au pouvoir. Sitôt élu, je ferai en sorte que nous puissions agir sur 4 axes. D'abord, renouer avec une politique d'exonération des charges patronales et de défiscalisation des investissements productifs outre-mer. Mais je suis consciente qu'il y a eu des abus. Et afin d'éviter ces abus, un agrément délivré par une commission locale ou par Bercy pour les plus gros projets fera l'objet d'un renouvellement tous les 5 ans sur justification de création d'emplois. Afin d'avoir une bonne visibilité, de rétablir la confiance et la stabilité des entreprises, ces mesures devront s'inscrire dans le dispositif d'une loi cadre valable pour 15 ans. Cette première disposition devra permettre d'initier une politique économique régionale attractive pour les entreprises. Elle leur donnera l'occasion de s'attaquer à de nouveaux marchés dans les zones océan Indien, Caraïbes, Pacifique. À ce titre, nous remplacerons l'ambassadeur pour la coopération régionale nommé par le Quai d'Orsay par un ambassadeur à la coopération économique nommé par Bercy et pouvant notamment venir du monde de l'entreprise.
Car si la présence française à l'Assemblée des États de la Caraïbe a son importance, les marchés économiques susceptibles de création d'emplois le sont pour le moins tout autant. Sur ce sujet, il conviendra à l'État de se projeter et d'avoir une vision stratégique, en apportant une aide substantielle au développement portuaire et routier. L'État stratège que je construirai devra se projeter dans le cadre d'entreprises françaises privées ou publiques en favorisant les pistes d'exploitation et d'encadrement des richesses de notre sous-sol, qu'elles soient pétrolières ou aurifères en Guyane ou encore liées au nickel en Nouvelle-Calédonie. La dynamisation, enfin, des secteurs économiques essentiels au rang desquels l'agriculture et la pêche. Le soutien aux filières de la banane, du rhum ou encore de la canne à sucre doit être là aussi une priorité. Au niveau national, l'État entamera des négociations musclées, s'il le faut, avec la grande distribution en métropole pour privilégier les produits locaux, à l'instar de ce que l'on peut voir dans certaines grandes surfaces pour des produits régionaux de métropole. Au niveau européen, il conviendra donc de renégocier les traités, là encore, et notamment les désastreux accords de Genève qui menacent directement les producteurs d'outre-mer, livrés à une concurrence déloyale des pays producteurs de bananes d'Amérique latine, comme il conviendra d'ailleurs de renégocier les accords de pêche à Saint-Pierre-et-Miquelon. Première industrie d'outre-mer, le secteur du tourisme doit également faire l'objet d'une attention et d'un soutien particulier. Je tiens à dire que dans le cadre de la mise en place du fonds de réserve des financements des PME-PMI, que j'ai évoqué dans mon projet, abondé à hauteur de 10 à 12 milliards d'euros par an par les 50 plus grandes capitalisations boursières, les entreprises d'outre-mer verront leurs besoins de financement et d'investissement entendus. Il y sera répondu. Une part de ce fonds leur sera réservée afin de dynamiser la création de richesses et donc évidemment l'emploi. L'accent devra être mis sur la formation et la création d'un tourisme haut de gamme en très grand progrès, mais méritant l'aide nécessaire à son amélioration. En parallèle, l'obstacle financier que constituent trop souvent les prix prohibitifs des billets d'avion, notamment en période de vacances scolaires, devrait être levé et faire l'objet de négociations avec les compagnies aériennes en général et Air France en particulier. L'outre-mer n'est pas la vache à lait des compagnies aériennes qui réalisent des bénéfices constants et principalement sur la destination métropole Antilles. Je vous rappelle que le taux de remplissage des 3 compagnies aériennes qui desservent les Antilles-Guyane est au-dessus de 80%. Il faut instaurer un nouveau modèle de transport aérien prenant en compte les spécificités outre-mer. Il faut aussi lutter, là encore, contre les risques d'entente et d'abus entre les compagnies aériennes au détriment des voyageurs. Pensons que le Conseil supérieur de l'aviation marchande devrait recevoir des instructions pour ouvrir des droits de trafic aux autres compagnies aériennes européennes. L'Europe, c'est 500 millions d'habitants. Il faut augmenter la fréquentation de la destination par des actions du gouvernement dans les autres, notamment, capitales européennes. Pour faciliter les déplacements entre la métropole et l'outre-mer, le principe de continuité territoriale dont l'État est le garant doit être assuré. Et là, permettez-moi de vous dire qu'il va falloir tout de même faire quelque chose. Parce que la continuité territoriale n'est pas assurée. Nous percevons de l'Europe une dotation de continuité territoriale. Or, la Cour des comptes a déjà fait un rapport qui est resté absolument lettre morte sur ce sujet, en indiquant que le processus qui avait été mis en œuvre était totalement insignifiant ou inefficace. Ce sont des sommes qui doivent être mises exclusivement à disposition de cette continuité territoriale. Or, on ne sait pas trop où ces sommes partent. Le gouvernement doit rendre des comptes sur cet argent qui doit permettre à nos compatriotes d'outre-mer de bénéficier de tarifs réduits sur les compagnies aériennes et dans les deux sens, c'est-à-dire de l'outre-mer vers la France hexagonale et inversement. Alors nous allons être obligés d'aller regarder de près la manière dont cet argent a été géré ou n'a pas été versé par les collectivités territoriales pour assurer la continuité territoriale. Ce qui doit revenir à nos compatriotes d'outre-mer doit leur revenir et non rentrer dans les poches de l'État ou de ses collectivités locales.
Nous pensons qu'il faut appliquer le modèle des Canaries qui convient le mieux pour les Antilles-Guyane. La continuité territoriale doit trouver une traduction concrète autant pour les résidents et ressortissants ultramarins que pour les entreprises locales qui sont fortement pénalisées par le coût du fret et le transport des marchandises. Je vous renvoie à cette étude de la Cour des comptes qui est éminemment sévère sur la manière dont ce modèle a été, ou plutôt n'a pas été, en l'occurrence, mis en œuvre. Il appartiendra donc à l'État d'y veiller, aux compagnies aériennes, de l'appliquer en faisant l'effort nécessaire. Et ce principe sera d'ailleurs tout aussi vrai en ce qui concerne les liaisons inter-îles dans le Pacifique. De même, l'équité en matière d'accès aux services numériques est indispensable et un effort particulier devra être fait sur les offres Internet qui sont encore beaucoup trop élevées. Vous savez à quel point je suis partisane d'un Internet libre et accessible à tous. Or, la lutte contre la fracture numérique ne peut pas se limiter aux frontières de la métropole. Cette lutte contre la fracture numérique doit être menée dans tous les territoires français. À la fragilité de la situation économique et sociale se greffent les problèmes liés à l'immigration et à l'insécurité, qui touchent désormais l'ensemble des départements, collectivités et territoires d'outre-mer. Plus que tout autre, les entités ultramarines illustrent la corrélation évidente qui existe entre l'insécurité et une immigration massive et incontrôlée. C'est bien évidemment le cas à Mayotte, submergée par l'arrivée chaque année de 16 000 clandestins, principalement comoriens. Un récent rapport parlementaire a chiffré le coût pour les finances publiques de cette immigration clandestine à 50 millions d'euros par an. On pourrait en faire des choses avec 50 millions d'euros par an. C'est également le cas en Guadeloupe, touchée par l'immigration haïtienne, et en Guyane, qui doit faire face à l'arrivée de clandestins brésiliens et surinamiens. Chacun aura d'ailleurs en mémoire cette phrase du Premier ministre Michel Rocard, qui en son temps avait déclaré à Saint-Laurent-du-Maroni « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Depuis, hélas, rien n'a changé, ou plutôt, tout s'est aggravé. » Dans tous les cas, la perspective d'un accès rapide aux aides sociales, sans distinction de nationalité, et le maintien du droit du sol favorisent cette immigration de masse au détriment de l'équilibre économique et social de ces territoires. La dégradation continue des conditions de vie de nos compatriotes d'outre-mer nous commande d'agir promptement et fermement. Le recouvrement de la maîtrise de nos frontières est une mesure indispensable, de même que la réforme du Code de la nationalité et l'abandon du droit du sol qui constitue une des principales pompes aspirantes de l'immigration clandestine. Il me semble que c'est M. Barouin qui avait à l'époque émis cette proposition qui avait été évidemment immédiatement oubliée. Tout comme en métropole, l'État se donnera les moyens d'appliquer et de faire respecter la loi républicaine en restaurant les effectifs de police et de gendarmerie détruits par le mandat Sarkozy. Les autorités se devront d'éradiquer aussi ces campements insalubres et inhumains qui fleurissent sur les rives du Maroni et partout ailleurs, indignes du respect de l'individu dans un pays qui se veut le chantre de l'humanisme et des droits de l'homme. Je tiens également à rappeler que, Françaises et Français, nos compatriotes ultramarins seront les bénéficiaires du patriotisme économique et social que je veux mettre en œuvre. Priorité d'accès à l'emploi, au logement social, mais aussi au logement étudiant pour nos jeunes ultramarins qui ont aujourd'hui les plus grandes difficultés à faire leurs études en métropole, car n'étant pas prioritaires pour l'accès au logement étudiant. Accueillir des étudiants étrangers peut partir d'une bonne intention, mais permettre aux jeunes Français ultramarins d'être prioritairement aidés et logés est pour l'État français une priorité absolue. Alors, résoudre les nombreux défis qui se posent au devenir des départements, collectivités et territoires d'outre-mer exige de rester unis dans l'épreuve. Je le dis solennellement à mes compatriotes ultramarins, il n'y a pas d'avenir radieux sur le chemin des aventures individuelles. Dans le respect de nos sensibilités, de nos spécificités et de nos particularismes, mais dans le cadre d'une République une et indivisible. C'est ensemble
que nous devons construire notre avenir commun. La fuite en avant que constituent les évolutions institutionnelles permanentes, trop souvent bâclées et négociées par l'État et certaines mouvances non représentatives de l'ensemble de la population locale, ne résout aucun problème. Elle les aggrave. Les gouvernements précédents ont pensé pouvoir masquer la réalité économique et sociale ainsi que les épreuves du quotidien derrière le rideau de fumée de l'évolution institutionnelle permanente. Personne n'aura été dupe, car chacun sait que l'on ne peut endiguer le chômage en discutant du sexe des anges. Les émeutes sociales qui ont frappé Mayotte pendant 3 semaines sont la conséquence de l'accession précipitée de l'île au statut de département sans l'adoption au préalable de mesures visant à assécher les pompes aspirantes de l'immigration, immigration qui accroît les tensions, l'instabilité et les difficultés rencontrées par la population mahoraise. Les départements, collectivités et territoires d'outre-mer ont avant tout besoin de stabilité. Ils ont besoin de pouvoir s'appuyer sur un État protecteur, seul à même de les préserver des effets destructeurs de la mondialisation. Ils ont besoin d'une pause institutionnelle et pourquoi pas d'un retour au droit commun pour ceux de nos départements ultramarins qui en exprimeront le souhait. Ce principe posé, l'État veillera à adapter le cadre institutionnel aux évolutions démographiques de certains départements. À La Réunion, qui comptera bientôt 1 million d'habitants, la bidépartementalisation ne serait peut-être pas une absurdité, même si elle ne constitue pas une priorité pour autant. En tout cas, elle mérite le débat. Pour l'aspect très spécifique du territoire de Nouvelle-Calédonie, nous poursuivrons la nécessaire et indispensable réconciliation. Mais cette réconciliation ne devra s'effectuer que dans le respect de la plus stricte équité. Il conviendra de revenir sur les dispositions de l'article 4 du premier titre de la loi organique 99-209 du 19 mars 1999, qui constitue, en limitant la composition du corps électoral sur le territoire de la République une et indivisible, un véritable déni de démocratie. Un homme, une voix. Tout le monde doit pouvoir voter en Nouvelle-Calédonie dès lors qu'il est de nationalité française. Pour revenir au département, le dialogue entre l'État et les élus locaux devra être permanent si l'on veut aborder de front et de manière appropriée les questions liées au coût de la vie ou encore à la hausse du prix des carburants. C'est, je le crois, ce lien distendu depuis des années par une classe politique guidée par le seul intérêt du clientélisme électoral que j'entends renouer avec nos départements, collectivités et territoires d'outre-mer. À Ivaoa, à Sainte-Anne, à Mondor, à Sada, à Rivière-Salée, au Tampon, à Saint-Laurent-du-Maroni, à Miquelon-Langlade, à Mataoutou et partout outre-mer. C'est dans le rassemblement de toute la communauté nationale que nous puiserons les forces nécessaires pour affronter les défis de demain et mener à bien le redressement de notre pays. Dans cette mission palpitante, nos compatriotes d'outre-mer ont un rôle à jouer. Qu'ils sachent que l'avenir de notre nation ne s'écrira pas sans eux, ni sans leur spécificité positive, indispensable à notre beau et grand pays. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis bien entendu à votre disposition. Madame Le Pen, bonjour. Bonjour, Monsieur Mestre. Juste quelques questions. Déjà, sur le plan institutionnel, juste pour préciser, vous êtes contre tout statut d'autonomie des DOM-TOM, c'est ça? Un truc plus technique, mais important quand même. Est-ce que vous parliez des voyages, voilà, d'ouvrir le marché des liaisons métropole DOM-TOM aux compagnies étrangères? Est-ce que vous seriez favorable à l'extension du statut de congé bonifié pour les salariés du privé? Ça, c'est la première question. Deuxième question, je voulais savoir où était Charles Daniel, qui avait été annoncé et qui n'est pas là. Eh bien, écoutez, il a eu, excusez-moi, Monsieur Mestre, il me prie auprès de vous de s'excuser. Il a eu un impératif professionnel. Il sera en revanche présent demain lors de la conférence de presse de présentation du comité de soutien. Je pense qu'il faut maintenir effectivement le statut des congés bonifiés. Ça me paraît absolument
légitime. Je pense d'ailleurs que nos compatriotes d'outre-mer, de manière générale, n'ont pas le sentiment d'être traités avec le respect et la considération et l'équité que l'on doit à l'ensemble de nos compatriotes. Mais l'équité, ce n'est pas l'égalité. L'équité, c'est justement tenir compte de l'éloignement. L'équité, c'est tenir compte du fait que, comme je le disais tout à l'heure, par exemple, lorsqu'on envoie un étudiant, lorsqu'une famille martiniquaise envoie son fils ou sa fille faire des études en métropole, ceci représente un coût qui est absolument spectaculaire. Et par conséquent, une priorité des priorités doit être donnée, notamment pour l'accès au logement étudiant, aux étudiants ou aux aides sociales. Moi, j'ai été saisie par des familles d'outre-mer qui m'ont évoqué les conditions dans lesquelles se sont retrouvés leurs enfants venus étudier en métropole, obligés de dormir dans des voitures, parce qu'on n'avait pas tenu compte du fait que, étudiants français, mais évidemment éloignés territorialement, ils n'avaient pas obligatoirement de la famille pour pouvoir les accueillir, et ils se retrouvaient, il faut bien le dire, dans des situations sociales qui étaient extrêmement difficiles. Il ne m'apparaît pas que cette spécificité soit en l'occurrence analysée et qu'on y réponde actuellement. Or, je crois qu'il faut le faire. À la limite, plus ils sont loin sur le plan territorial, plus ils doivent être traités avec l'intérêt et la proximité que nous devons pour leur faciliter leur parcours. Bonjour Madame Le Pen. Une petite réaction peut-être sur la polémique du moment vous concernant ce qu'on appelle aujourd'hui l'affaire du bal d'Autriche, et peut-être une réaction sur l'autre affaire, celle des caricatures de Stéphane Poncet. Est-ce que vous allez sanctionner ce militant et ce candidat chez vous? Merci. Alors, je suis quand même étonné de voir comment peut se monter une telle manipulation doublée d'une telle infamie. Ça arrive d'ailleurs en général au moment où, dans les intentions de vote, je rattrape le président de la République. Oh, c'est peut-être un hasard, ou ça ne l'est pas. J'aimerais que, dans le cadre de l'équité de traitement des candidats, on aille réclamer de M. Sarkozy et de ses amis des réponses sur la manière dont il a reçu triomphalement M. Bachar el-Assad lors du 14 juillet 2008, ou M. Kadhafi. J'aimerais qu'on demande à M. Hollande et à ses amis qu'ils s'expliquent sur la proximité idéologique dans le cadre de l'internationale socialiste qu'ils ont entretenu pendant des années avec M. Moubarak, avec M. Ben Ali, plutôt que de tenter de me faire que je réfute totalement d'un dictateur aussi terrible soit-il, mais disparu il y a plus de 60 ans, alors que les dictateurs dont je viens de parler étaient encore en poste il y a quelques semaines avec l'aide de nos démocraties occidentales. Alors je vous le dis très clairement, monsieur, cette polémique a été montée de toutes pièces. Et je vois bien là d'ailleurs le système main dans la main pour utiliser les moyens les plus immondes contre moi, le MEDEF, main dans la main avec M. Mélenchon, M. Hollande, main dans la main avec M. Sarkozy, le MoDem, main dans la main avec les Verts. Ce sont des bassesses et des calomnies. J'ai bien compris qu'on ferait tout pour tenter de m'empêcher, y compris même d'ailleurs de m'empêcher d'être candidate. Pourquoi? Eh bien parce que je suis la seule à lutter contre l'immigration, parce que je suis la seule qui a le pouvoir de faire reculer le fondamentalisme islamique dans notre pays, parce que je suis la seule à vouloir rendre le pouvoir au peuple, parce que je suis la seule à mettre le système face à ses résultats, parce que pendant qu'on parle de cela, on ne parle pas du chômage de masse que vivent les Français, on ne parle pas de la précarité scandaleuse, on ne parle pas de l'effondrement du pouvoir d'achat, on ne parle pas de l'impossibilité de se loger. Alors, je vais vous dire, je ne peux pas empêcher ces manœuvres déloyales.
et au passage haineuse. Je ne peux que m'en remettre à l'intelligence des Français. Ils savent, les Français, mon aversion pour tous les totalitarismes, qu'ils soient nazis, communistes ou mondialistes, ce dernier étant pourtant soutenu par l'ensemble du système que je combats. Vous savez, si j'avais, parce qu'on peut commettre une faute, si j'avais commis une faute, je l'aurais admise. Parce que la transparence et la franchise sont pour moi des valeurs cardinales. Mais dans cette affaire-là, il s'agit d'un montage diffamatoire de toutes pièces, lancé par SOS Racisme, dont on sait tout de même que c'est une association créée par le Parti socialiste et stipendiée, et dans laquelle je regrette que la presse n'ait pas eu le recul nécessaire en reprenant à son compte des accusations plus délirantes les unes que les autres. Les Français, d'ailleurs, trouveront étonnant que, d'un coup d'un seul, le FPO, qui était présenté comme un parti de droite nationale populiste, devienne brutalement, par le simple fait de la présence à un bal traditionnel qui se déroule depuis 60 ans, quand même, de fraternité étudiante auxquelles ont appartenu M. Marx, auxquelles ont appartenu M. Herzl, le fondateur du sionisme, auquel a appartenu le poète Heine, eh bien, d'un coup, deviennent un endroit absolument infréquentable. J'ai été invité par le coprésident de l'Assemblée nationale, par le dirigeant d'un parti donné aujourd'hui comme le premier parti autrichien, qui participe totalement de la vie démocratique autrichienne. Le même président, d'ailleurs, qui s'apprêtait à recevoir la plus haute distinction de l'État autrichien. Alors, je vais vous dire, je m'attends à d'autres choses. Je pense que le système va tout utiliser contre moi. Et j'appelle les Français à la lucidité. Qui parle et pourquoi? À chaque fois que des diffamations et des calomnies de cette sorte seront colportées sur moi, que les Français se posent la question « Qui parle et pourquoi ?» Oui, bien sûr, mais je sens bien qu'il va y avoir une analyse à la loupe de l'ensemble des blocs personnels de tous ceux qui, de près ou de loin, on ne nous passera rien. J'aimerais juste, messieurs, encore une fois, nous analyserons avec le Front National le comportement de ce candidat. Nous l'analyserons. Il y a eu ce genre de difficultés. Mais j'aimerais encore une fois que vous ayez au moins le même intérêt pour des affaires qui sont en train de bousculer la République française et qui sont autrement plus graves que celle-là. Je pense à l'affaire de M. Woerth, je pense au conflit d'intérêts, je pense à l'affaire Karachi. Moi, je m'étonne juste d'une chose, c'est que quand un candidat a quelque chose à se reprocher au Front National, on demande des comptes au Front National, mais quand un élu socialiste vole, triche, détourne de l'argent public, appartient à une association de malfaiteurs, comme il y en a eu une longue liste dernièrement, on n'en demande pas compte au Parti socialiste. Lorsque des élus UMP sont condamnés pour des faits éminemment plus graves, on n'en demande pas compte aux élus UMP. Alors j'ai bien compris encore une fois, rien ne me sera épargné. On regardera à la loupe tout ce qui peut être dit, fait. On utilisera le mensonge, la calomnie, la dénaturation pour tenter d'empêcher ma candidature d'arriver au second tour, puisque c'est ça le but. La réalité, c'est que le but est là. Bon, mais encore une fois, je sais pourquoi le système m'attaque
il le sait aussi, et je crois pouvoir vous dire que les Français le savent ou le sauront aussi. Madame Le Pen, deux questions, s'il vous plaît. La première, vous avez dit là à l'instant effectivement que vous étudierez le cas des dessins du blog du FN de Villeurbanne. Est-ce que vous avez aujourd'hui vu ces dessins? Qu'est-ce que vous en pensez à titre personnel, puisqu'ils sont mis sur un blog intitulé FN Villeurbanne, donc qui engage un petit peu... Je le regrette profondément, parce que c'est une faute de la part de ce candidat d'avoir publié sur le site d'un parti politique ce qui relève, semble-t-il, de sa propre création. Bon, création contestable. Je n'aime pas plus ces caricatures que je n'aime celles qui sont publiées régulièrement dans Charlie Hebdo. Deuxième question concernant votre campagne outre-mer. Est-ce que vous pouvez nous préciser vos agendas, Oui. Notamment concernant le voyage, je crois, imminent à La Réunion? Oui, je vais aller la semaine prochaine à La Réunion. Je suis en revanche obligée, contrainte, de renoncer pour l'instant à mon voyage à la Martinique, à la Guadeloupe et en Guyane, et je le regrette bien, parce que celui-ci était prévu à une date très proche du dépôt définitif des parrainages. Or, la gravité de la situation des parrainages est évidemment prioritaire sur toute autre considération, et que nous n'avons pas, je vous le dis encore une fois très sincèrement et en toute transparence, le budget aujourd'hui pour organiser ce voyage. Le problème des parrainage ayant une conséquence directe sur les emprunts que nous avons sollicités de la part des banques et que nous avons le plus de mal à pouvoir obtenir. Je pense que c'est l'objectif, là aussi, de ceux qui m'empêchent d'obtenir ces parrainages. C'est un double bénéfice, triple bénéfice pour eux. D'abord, ils nous obligent à dépenser toute notre énergie dans la recherche de ces parrainages plutôt que de faire campagne, de tracter, d'informer les Français de notre projet. Deuxièmement, ils cherchent évidemment à empêcher ma présence, qui est la seule qui constitue un danger pour le duo Hollande-Sarkozy. Ils ont réussi à éliminer quasiment tout le monde, là. Hein. Ils ont réussi à avoir M. Borloo, il n'est plus candidat. Ils ont réussi à avoir M. Chevènement ce matin. Ils vont probablement réussir à avoir M. Morin. Eh bien, ces deux-là sont en train de faire le ménage général. Après tout, ils n'ont qu'à changer les règles et puis dire que l'élection présidentielle se joue entre le candidat socialiste et le candidat UMP. Au moins, les choses seront plus claires. Mais ils savent aussi que nous sommes considérablement gênés sur le plan du financement de notre campagne, car évidemment, le risque qui pèse sur les parrainages a une conséquence directe sur les capacités de financement qui sont les nôtres. À propos de votre voyage à La Réunion, la salle de meeting que vous aviez programmée a été saccagée récemment. Un comité de soutien, un anti-comité à votre venue a été formé récemment également. Est-ce que quelle est votre position là-dessus et pensez-vous que cela sert ou que cela dessert votre campagne? Ce n'est pas l'association des démocrates réunionnais, non? Parce qu'en règle générale, on se drape dans la démocratie pour œuvrer contre la démocratie. J'ai vu, il y a quelques jours, j'avoue que j'en suis tombé de ma chaise, le communiqué fait par le ministère des Affaires étrangères à destination du Sénégal, enjoignant le Sénégal de faire respecter la liberté d'expression et la liberté de manifestation. J'aimerais que le gouvernement soit aussi prompt à faire respecter la liberté d'expression et la liberté de manifestation sur notre territoire français. Parce qu'enfin, depuis quelques semaines, il ne vous a pas échappé que l'extrême gauche et un certain nombre d'associations profondément antidémocrates, comme SOS Racisme, les Jeunes Socialistes, l'UEJF, multiplient les actions violentes à l'égard de nos meetings, à l'égard de nos réunions,
m'empêchant, comme ils l'ont fait, par exemple, de prendre la parole avec la bénédiction de M. Sapin, hein, le bras droit de M. Hollande, à Dauphine. Il ne vous a pas échappé qu'il y a quelques jours, l'ONG Reporters sans frontières avait organisé au théâtre Le Jazet, je crois, ça, de Jazet, une réunion où ils avaient invité tous les candidats à la présidentielle et le théâtre a annulé cette réservation au motif qu'il ne voulait pas que j'y vienne. Bon. Alors, je crois qu'il y a un vrai problème de fonctionnement démocratique dans notre pays. Et ce tag dont a été victime ce restaurateur participe de cette tentation de la part de ceux qui n'arrivent plus à recueillir les voix des Français dans les urnes, à tenter d'imposer leur vue par la violence. C'est évidemment inadmissible et j'aimerais que les dirigeants politiques soient interrogés, après tout, par la presse, sur l'opinion qu'ils ont de ces violations directes au droit d'expression et au droit de réunion d'une candidate à la présidentielle qui recueille des millions d'intentions de vote. Madame Le Pen, bonjour. Un député socialiste a sorti un livre il y a quelques jours sur les dépenses, notamment de l'Élysée, de Matignon. Vous, à titre personnel, si vous êtes élu président de la République, quel type de mesures vous prendrez? Quelles dépenses vous pouvez compresser? Par exemple, est-ce qu'il faut compresser les dépenses de sécurité, les déplacements? Concrètement, qu'est-ce que vous faites si vous êtes élu président de la République? Bien sûr qu'il faut compresser, bien entendu. Il est clair que dans ce domaine comme dans tant d'autres, le système considère qu'il est propriétaire de la cagnotte du peuple et qu'il peut en user à son bénéfice sans aucun contrôle. J'ai déjà proposé que les notes de frais des exécutifs soient présentées devant les assemblées qui en dépendent. Bon, ce sera le cas pour l'Assemblée nationale, ce sera le cas pour les conseils régionaux, pour les communes. Il n'y a absolument aucune raison que les notes de représentation et les notes de frais, qui parfois multiplient par 2 les indemnités des élus, ne puissent faire l'objet d'aucun contrôle de la part des assemblées dont ils dépendent. Deuxièmement, j'ai proposé que les indemnités du président de la République et des ministres soient fondées sur celles des députés. Voilà. Tout le monde doit obtenir la même indemnité. On n'est pas président de la République pour gagner de l'argent, n'en déplaise à Nicolas Sarkozy, qui s'est augmenté de 172%, à peine était-il arrivé à la tête de l'Élysée. Et puis, je pense qu'il y a eu beaucoup de rapports de la Cour des comptes qui ont clairement indiqué, et très précisément, les dépenses qui leur apparaissaient comme saugrenues, fantaisistes, délirantes, excessives. Il faudra effectivement que l'État se mette et que la direction se mette à la raison, et même peut-être dans certains domaines à la diète. Oui, mais on ne peut pas... Enfin, écoutez, alors là, pour le coup, je vais venir au soutien quand même de Nicolas Sarkozy. On ne peut pas faire des économies sur la sécurité du président de la République. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit dans ce domaine précis que les plus grands gaspillages se fassent. Je crois qu'ils se font parce que l'on considère que l'Élysée est le château de Versailles et qu'on s'y comporte en dépensant, en gaspillant l'argent durement gagné par les contribuables. Je vous signale tout de même, pour information, parce que c'est passé inaperçu, je le regrette un peu, que nous avons dans tous les conseils régionaux déposé un amendement au budget pour diviser par 2 les indemnités des conseillers régionaux, étant entendu que nous pensions que les élus doivent donner l'exemple. Eh bien, dans toutes les régions, l'UMP, le PS, le PC, les Verts, le MoDem ont voté contre.
Madame Le Pen, je voudrais juste revenir sur ce que vous avez répondu à propos du bal à Vienne. Vous avez dressé un parallèle entre Ben Ali, Bachar al-Assad, etc. et Hitler, et aussi vous vous êtes dit opposé viscéralement au totalitarisme qui soit nazi, communiste et mondialiste. Est-ce que c'est pas une manière de relativiser le nazisme justement et bah oui, mais c'est une précision. Non mais je veux dire quoi? Je vais vous dire, j'ose plus rien dire. Non mais j'ose plus rien dire. Ce que je dis, c'est que Hitler est mort il y a 60 ans. S'il faut que je répète clairement ce que je pense du nazi, je le répéterai autant de fois qu'il est nécessaire. Le nazisme fut une abomination. Et il m'arrive de regretter de ne pas être né à cette période pour avoir pu le combattre. Je n'ai aucune indulgence à l'égard de ce totalitarisme. Aucune. J'ai dit clairement que je considérais que c'était le summum de la barbarie. Ce que je dis, c'est qu'on vient, encore une fois, me chercher une responsabilité alors que je n'en ai absolument aucune, ni aucune proximité avec ce totalitarisme, ni de près, ni de loin. Ni de près, ni de loin. Ce que je remarque, c'est que d'autres dictateurs actuels pourraient avoir des proximités idéologiques précises avec des gens qui sont aujourd'hui dans la campagne présidentielle, mais qu'à eux, on ne vient jamais leur réclamer des explications sur la véritable proximité idéologique qu'ils ont pu avoir. Voilà ce que je dis. Mais je n'ose plus rien dire. Je vais vous donner une anecdote. J'ai expliqué à la télévision que j'étais allé à ce bal où j'ai vu beaucoup de femmes, contrairement au délire que j'ai pu lire. J'étais attablé avec des élus juifs, suédois, autrichiens. Et j'ai dit, il n'y avait pas plus de néo-nazis que de beurre en broche. Je suis sorti de l'émission, il y a une assistante qui m'a dit « Mais est-ce que vous croyez que l'expression beurre en broche, ça risque pas de créer la polémique ?» Non mais je veux dire, on en est là, quoi. Ah oui, non mais enfin oui, il fallait vraiment avoir l'esprit tordu, je suis d'accord avec vous, mais maintenant, je me méfie. Voilà. Alors encore une fois, ceux qui cherchent à essayer de créer une ambiguïté quelconque, et croyez-moi, que l'extrême gauche et que le Parti socialiste utilisent ce genre d'ambiguïté qui est presque assimilable d'ailleurs à une banalisation, monsieur Mestre. N'est-ce pas une manière de banaliser l'horreur nazie que de traiter tous les gens qui ne sont pas d'accord avec vous de nazis en toutes circonstances? N'est-ce pas une banalisation du nazisme que d'assimiler Marine Le Pen, élue, honnête, mère de famille, à Hitler? N'est-ce pas une banalisation du nazisme, comme quand le mouvement des jeunes socialistes avait fait une affiche de M. Sarkozy avec le bras tendu, marqué « Jusqu'où va-t-il aller ?» Ça, c'est une banalisation du nazisme. Et ceux qui utilisent pour des raisons électoralistes ce type de calomnie et de bassesse feraient bien de se regarder dans la glace et de voir si ces odieuses comparaisons dont ils usent ne contribuent pas à la banalisation. Madame Le Pen, j'ai une question qui n'a rien à voir, qui revient au sujet de l'outre-mer, après ces propos. Je vous avais évoqué Jacques Chirac et son rôle au regard de l'outre-mer. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il a été un bon président pour l'outre-mer, notamment en comparaison avec son successeur? Oui. Oui, moi je crois qu'encore une fois, l'honnêteté et l'honneur d'un responsable politique, c'est aussi d'admettre sur un sujet particulier, quand un adversaire politique a bien fait les choses. Oui, Jacques Chirac a été un bon président pour l'outre-mer. Je regrette qu'il n'ait pas été un bon président pour tout le reste. Mais vous savez que nous l'avons beaucoup combattu et par conséquent, ce ne sera pas une surprise pour vous que je vous dise cela. Mais incontestablement, l'outre-mer a fait l'objet de la part de Jacques Chirac d'une bonne gestion, probablement liée à cette affection sincère qui était la sienne pour les territoires ultramarins. Malgré ces amitiés parfois compliquées et douteuses avec certains élus corrompus. Oui, enfin, vous savez, encore une fois, enfin,
excusez-moi, je sais que le système me cherche des poux dans la tête, moins d'autres, mais le système est hélas corrompu, pas seulement là-bas. Vous voyez? Parce que des élus corrompus, on en a à l'appel. Alors il est vrai qu'il y a une grande opération main propre à effectuer en France, qu'il y a sûrement des élus, et même certainement des élus corrompus en Outre-mer, mais il y en a aussi en métropole. Et donc l'idée qui consiste à dire qu'en Outre-mer ce serait pire qu'en métropole, je ne le crois pas. Je crois qu'il y a une amoralisation de la vie politique, de la vie publique dans notre pays. J'en veux pour preuve d'ailleurs l'ensemble des livres qui viennent de sortir et qui révèlent le festin, ce que j'ai appelé le festin des grands fauves, hein, dont, et il faut bien le dire, le dernier livre de Madame Coignard, qui est éloquent en ce domaine, éloquent. Bon. Alors, la justice, rien que la justice, toute la justice, la loi, rien que la loi, toute la loi, mais partout. Pour revenir cette fois sur vos déplacements, votre voyage à La Réunion sera donc votre seul déplacement en Outre-mer? Vous n'irez pas à Mayotte? Pour l'instant, je suis obligé de toute façon de repousser les déplacements que je voulais faire en mars. Le dernier délai pour déposer les parrainages, c'est le 16. Et par conséquent, je suis obligé, pour des raisons, encore une fois, et politiques et budgétaires, d'envisager, de toute façon, de ne rien pouvoir envisager avant cette date du 16 mars. Et vous ne profiterez pas d'être à La Réunion pour aller à Mayotte? Et je ne profiterai pas d'être à La Réunion pour aller à Mayotte pour des raisons de calendrier, d'agenda. Je ne peux pas partir plus de 2 jours. On m'a reproché, d'ailleurs, la dernière fois quand j'ai fait un voyage, on m'a reproché de ne pas être là. Alors, c'est pas facile d'être là et pas là en même temps. Et par conséquent, je ne pourrai pas faire ce déplacement. Ces déplacements qui sont, il faut bien le dire, coûteux aussi. Avez-vous d'autres questions? Oui, monsieur. Il y aura des candidats dans toutes les circonscriptions. Ah, pardon. Écoutez, vous savez, monsieur, moi, je n'ai pas cette vision-là. Et par conséquent, je ne fais pas des listes pour savoir qui est ultramarin, qui est ceci, qui est cela. Je suis déjà confronté à une grande difficulté, c'est la parité. Donc, je suis plutôt en train de compter les femmes. Il y aura sûrement des candidats ultramarins en métropole. Mais je crois que la question importante, c'est de savoir est-ce qu'il y aura des candidats dans les territoires d'outre-mer. Ça, je crois que c'est une question importante. Et oui, il y aura donc des candidats. Et notamment, nous avons investi tous les candidats, je crois, pour la Réunion. Voilà, sur les 7 circonscriptions. Pour les candidats de la Réunion sont d'ores et déjà investis. Les ultramarins qui seront candidats. Oui, bien sûr. Oui, bonjour Madame Le Pen. Je voulais revenir sur la question de l'immigration. Vous avez particulièrement souligné la situation de Mayotte et de la Guyane. Et je voulais savoir comment concrètement vous comptez restaurer les frontières dans des territoires où on voit par exemple en Guyane que le doublement des effectifs harpies, par exemple, n'amène la PAF et qu'on assiste surtout à des naufrages et à des reconductions à la frontière dans des conditions qui, pour le coup, ne se respectent pas totalement les droits de l'homme. Oui, mais madame, voilà, c'est ça. La vraie question, vous touchez du doigt par votre question le problème fondamental, le nœud gordien de ce problème. C'est que tant qu'on mettra en place, tant qu'on ne mettra pas en œuvre, une immigration dissuasive, c'est-à-dire que tant qu'on lancera le signal que l'on peut risquer sa peau parce que ça vaut le coup de pouvoir atteindre le territoire, pour pouvoir obtenir un certain nombre d'aides, pour pouvoir envisager une régularisation puis une naturalisation, on ne mettra pas fin à l'immigration. Et vous avez raison, on aura beau mettre effectivement tous les bateaux du monde, à partir du moment où on n'aura pas supprimé le droit du sol, où on n'aura pas mis en œuvre la priorité nationale en matière d'aide sociale, eh bien, on n'aura pas lancé le signal qui est nécessaire pour dire aux clandestins,
nous ne pouvons plus vous accueillir parce que nous n'avons plus rien à vous offrir. Et pour que M. Barouin, issu d'un parti qui est allergique, allez, on va dire ça comme ça, allergique à la priorité nationale, ait évoqué il y a quelque temps la suppression du droit du sol, c'est que même lui, même les aveugles, même les sourds se sont rendus compte qu'il n'était pas possible de continuer à maintenir le droit du sol, qui est une des pompes aspirantes majeures de l'immigration, que ce soit en Guyane ou que ce soit à Mayotte. Madame Le Pen, juste un mot sur les sondages, même si c'est fluctuant, je le sais, il semble que vous vous tassiez en ce moment. Est-ce qu'on se dirige, voilà, en tout cas symboliquement, est-ce qu'on se dirige vers un affrontement à deux, droite-gauche pour la présidentielle? Et comment vous analysez cette donnée? Oh ben c'est la volonté, je crois. La volonté, c'est ça. La volonté, en toutes circonstances, le système cherche à mettre en œuvre la bipolarisation de cette élection. Moi, j'ai regardé depuis 15 jours, je n'ai vu que François Hollande, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Nicolas Sarkozy. Je crois que même ceux qui ont cherché à échapper à Nicolas Sarkozy dimanche soir avaient du mal à le faire, puisque 8 ou 9 chaînes, j'avoue que c'était du jamais vu quand même sous notre République. Donc le système cherche à se bipolariser parce que, après tout, l'un ou l'autre sont des candidats qui sont interchangeables. Bon, il va falloir lutter pour empêcher cette bipolarisation, mais pour ça, il faut que nous ayons une visibilité, et cette visibilité, eh bien, elle est liée, il faut bien le dire, à l'ouverture médiatique qui nous est faite. Voilà. Donc nous allons nous battre contre cette technique qui consiste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à tenter de limiter l'élection présidentielle à un combat entre l'UMP et le PS. Alors, soit par la menace, on obtient le retrait des candidatures, soit par les pressions. Bon, on voit bien qu'un certain nombre de candidatures chutent, se retirent, et puis celle qui évidemment ne se retirera pas, c'est-à-dire la mienne, eh bien on tente de l'empêcher par les moyens des parrainages. Bon, le système utilisera cette technique, mais je ne m'en inquiète pas beaucoup. Surtout depuis que j'ai appris dans le Canard enchaîné que pour la première fois, les sondages bruts de Marine Le Pen étaient redressés à la baisse et que ceux de Nicolas Sarkozy étaient redressés à la hausse. Vous ne remettez rien en Vous tout cas... admettrez que c'est quand même une sacrée inversion quand même, des habitudes et des traditions. Vous ne remettez rien en cause dans votre campagne des déplacements qui sont peut-être peu fréquents sur le terrain ou une façon de faire ça ne change rien pour vous? Des déplacements peu fréquents, permettez-moi, et vous êtes bien placé pour le savoir. Je suis tous les dimanches en meeting dans une région différente de France. J'effectue des déplacements thématiques, et vous le savez aussi bien que moi. Par conséquent, sauf à me dédoubler, ce que j'aimerais bien pouvoir faire, parce que ça me faciliterait un peu les choses, je ne vois pas comment je peux faire une campagne plus riche et plus active que je ne fais. Ah, c'est vrai, je ne bénéficie pas des moyens du président de la République. Ça, incontestablement, ma campagne dépend aussi du budget qui est le mien. C'est trivial, dans ce monde, c'est trivial de parler de choses telles que celle-là. Mais quand on voit que le président de la République fait campagne avec les moyens de l'État et des moyens dont on peut dire qu'ils sont tout de même relativement lourds, lorsque l'on voit le coût du show de François Hollande, eh bien c'est sûr que c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. Mais voilà, quand on est la candidate du peuple, eh bien on a les mêmes difficultés dans cette campagne qu'à le peuple. Il sera, je pense, nous le pardonner. Merci à vous.